Chers amis, bonjour, bienvenue et merci d'être avec nous sur ABC pour cette nouvelle émission où on aurait pu parler de la pluie et du beau temps. Oui, c'est un peu réducteur, j'en conviens, pour accueillir mon invité d'aujourd'hui qui va s'installer sur les canapés dans quelques secondes, même si vous faites partie des plus de 5 millions de personnes qui la suivent, et notamment sur ces bulletins météo de France Télé, en France 2 en particulier. Eh bien, le champ d'action de notre consoeur va bien au-delà. Elle est passionnée, passionnée de science, passeuse de savoir et d'histoire, de phénomènes naturels, aux quatre coins de la planète, des endroits mystérieux dont elle essaie d'expliquer le pourquoi du comment. Elle est allée donc à la rencontre des géologues, des physiciens, des climatologues, des biologistes, pour comprendre, et elle en a extrait un livre qui est magnifique. Ça, c'est une idée de cadeau très intelligente pour ces fêtes de fin d'année. Aucun nuage à l'horizon, sur un début de carrière exceptionnel, et un parcours très inspirant. Je suis vraiment très très content d'accueillir Chloé Nabédian sur les canapés. À tout de suite. Voilà, nous y sommes. Merci d'être là. Tout est en place. Je recadre toujours. Voilà, je suis plein de superstitions. Alors j'ai besoin d'avoir. Voilà, ça c'est comme. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes bien installé? C'est parfait, c'est C'est très vrai? cosy, on se sent à la maison. Bon, c'est On se sent super. très bien. Je suis très content que vous soyez là et bravo pour ce second ouvrage qui est ici, qui est extraordinaire. Les grands mystères de la nature. C'est un très beau livre et une bonne idée de cadeau, Merci. moi je Je suis pense. contente que ça vous plaise. Ouais, vraiment. Et je trouve que vous avez cette faculté de pédagogie, d'écrire suffisamment, j'allais dire intelligemment, pour ne pas que ça soit un pavé scientifique, un peu redondant, un Mmh. peu fastidieux. Et je trouve que c'est très bien fait. Avant de commencer, j'ai ouï dire Ah, que vous aviez un petit faible pour le chocolat blanc. oui, C'est c'est vrai ou vrai. c'est pas vrai? Si, si, c'est vrai, merci beaucoup. Voilà. J'adore, je suis pas, enfin, c'est vrai que je suis pas une puriste du chocolat, hein, puisque j'aime le chocolat blanc. Non mais J'aime c'est vrai, j'ai entendu Oui, ça. c'est C'est vrai. vrai ou pas? Oui, j'adore le chocolat blanc, le chocolat Kinder, tout ce qui n'est pas du vrai chocolat, en fait, en gros. Le chocolat noir, c'est très difficile Ouais, pour moi, ouais. ouais. Un petit Mais merci, 70% cacao, non, ça va pas être possible. non, Non, c'est pas ça marche possible. pas. Bon, d'accord. Voilà, donc c'était un petit clin Il est d'œil. très bien. Et comme vous n'avez pas, vous allez saliver avec le Mmh. sucre, vous n'avez pas d'eau, mais je pense On qu'on va vous avoir de on l'eau bientôt. on va avoir de l'eau Merci. bientôt. Alors, on va parler de votre parcours, on va parler aussi de bien-être, on va parler de développement personnel, et vous allez me dire quel est le rapport avec le livre, mais c'est vous en fait, tout ça c'est vous en même temps. D'abord, le fait d'être sur la chaîne du bien-être et du développement personnel, est-ce que vous avez été surpris par l'invitation? Oui, parce que je me suis dit quel était le rapport effectivement entre un livre sur la science et le développement personnel. Il y a de la science dans le développement Mais personnel. c'est vrai. Et dans une seconde grille de lecture, effectivement, c'est là où on se rend compte que la science nous concerne tous au quotidien, mais de façon différente, sans même qu'on s'en rende compte finalement. Et effectivement, tout ce qui est bien-être, développement personnel, c'est une forme de science. C'est très Alors, juste. comment est-ce que, avant de rentrer dans votre ouvrage, évidemment, moi j'aime bien savoir, vous savez, j'aime bien les on-dit à droite à gauche, les petites causeries de couloirs et de comptoirs. Euh, Est-ce que le bien-être, ça vous parle? Est-ce que vous mettez des choses en place dans votre vie de tous les jours pour être justement en adéquation? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous Complètement. faites des choses comme ça? Ah bah, pour rien vous cacher, c'est quelque chose que je tente de faire, depuis plusieurs années, mais que je n'arrive pas du tout C'est vrai? à mettre en place, et pourtant, je sens rapidement, avec toutes les activités que je peux développer, qu'il y a un stress qui est latent, qui est présent, avec des problèmes de sommeil comme tout le monde, avec un stress parfois qui nous dépasse. Et je sais à quel point il faudrait que je me mette une routine plus sport, parce que je fais pas du tout de sport, donc j'ai même pas ça pour évacuer. Ok. La méditation aussi, pour arriver à mieux canaliser mon énergie, à mieux dormir, La mais la respiration. respiration, mais j'y arrive pas. Je pense que j'ai le sentiment de perdre du temps, alors qu'en fait, j'en gagnerais 15 fois plus si je le faisais. Ça, j'en ai conscience, mais j'ai pas encore eu Le déclic. le déclic pour le faire. Mais en tout cas, vous avez envie de le faire. Vous l'avez expérimenté, vous Oui, l'avez testé. je l'ai un peu testé, j'ai essayé,
Mais il y a ce moment de break et de repos, je ne sais pas si ça me fait peur encore ou pas, mais j'ai du mal à me recentrer pendant 5 minutes sans avoir 10 000 idées qui C'est arrivent dans terrible tous les ça. sens Ouais, et je pour le sais. moment, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Je suis Je connais ça, désolée, vraiment, je connais ça par cœur. Alors, vous êtes sur France 2, ce fameux bulletin météo, et j'ai bien appris la leçon parce que dans toutes les interviews, vous dites je ne suis pas une Miss Météo, oui. je suis une journaliste. Oui, c'est très Hein. C'est important ça. important Oui, la oui, nuance. on Hein. fait un combat d'ailleurs sur ce terme-là. Ouais, On ne veut plus qu'on nous appelle des Miss Météo parce que c'est un côté très réducteur, c'est sûr. très sexiste aussi également, comme s'il n'y avait juste que le paraître qui comptait dans cet exercice et pas Mm. du tout le fond. Et on est tous, sur n'importe quelle chaîne aujourd'hui, des journalistes. On appartient tous à la direction de l'information. On a tous notre carte de presse. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment un domaine où on se spécialise en fait sur la météorologie, sur le climat. Et c'est pour ça qu'on peut apporter aussi cette pédagogie pour parler d'une science qui est parfois complexe. Et c'est pas juste une lecture de cartes. On va bien au-delà de tout ça. Mm. Et c'est pour ça qu'on y tient à ce terme de journaliste météo. Voyons un petit peu votre parcours. Parce que vous auriez pu faire, mais alors, 10 000 autres choses. Et il est assez éclectique au début. Incroyable! C'est-à-dire que d'en arriver à présenter un bulletin météo suivi, j'ai dit 5 millions de personnes qui Mmh. suivent, c'est vrai, c'est Oui, ça? oui. Bah, hier, en tout cas, c'était les C'était ça? audiences. Oui, oui. Bon, super. Et alors effectivement, donc vous êtes né à Castres, vous avez grandi à Toulouse jusqu'à l'âge de 18 ans. Oui. Vous aviez, alors j'ai appris ça aussi, et ça c'est un très bon espoir pour tous ceux qui ont de la dyslexie. Oui. Vous avez été dyslexique. Oui, et d'ailleurs, effectivement, c'est intéressant que vous en parliez parce que, moi, quand j'étais au lycée, j'avais une conseillère d'orientation là-bas qui avait dit à mon père quand j'étais en seconde qu'il fallait que je parte directement en filière technique, ou professionnelle parce que je n'avais, à aucun moment aucune chance, aucune espèce de chance de pouvoir faire de grandes études. Parce que j'avais cette forme de dyslexie, qui était très importante, parce que j'étais plus lente dans l'apprentissage classique que nous impose aussi l'école et que, j'aime bien cette image effectivement où on dit, on a un chemin qui nous est tracé à l'école, mais qui est peut-être fait, pour des lièvres et si vous êtes en poisson, bah, ça ne peut pas marcher, c'est normal et j'ai trouvé ça très dur quand j'avais appris ça et puis aujourd'hui, j'ai envie, je ne sais pas si elle me regarde aujourd'hui, mais Oh en tout là cas, là, si c'est le cas, quelle j'aimerais tellement lui revanche! dire: «Mais pourquoi être passé à côté à ce point-là?» Aujourd'hui, j'ai fait des grandes études, j'ai un double diplôme. On m'a dit pareil, des professeurs de français, que j'étais dans l'incapacité totale de pouvoir écrire à cause de ma dyslexie, que mon imagination partait dans tous les sens, que je n'arrivais pas à la canaliser et aujourd'hui, j'ai écrit 2 livres et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on nous met un peu dans une boîte et parfois on a l'impression qu'on ne peut pas sortir de cette boîte-là, mais avec beaucoup de travail, de persévérance et de passion, quel que soit votre 10 quelque chose C'est ça, d'ailleurs, ouais. on peut y arriver. Ouais, et vous en êtes Ça, j'y crois l'exemple. Et ça, profondément. Mmh. c'est quand même extraordinaire. Et je trouve, est-ce que vous avez poussé le bouchon jusqu'à lui envoyer le livre avec une petite dédicace d'une Non, dyslexique? mais parce que je me rappelle même plus de son nom. Ouais, Je me c'est ça. rappelle juste d'elle physiquement, ce côté très dur, ce qui m'a énormément impactée Bah aussi oui, à l'époque et le fait que j'avais l'impression que jamais j'allais pouvoir y arriver et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des parents, qui ont dit: «Non mais c'est n'importe quoi». Bien en plus, mon père voulait que je fasse une filière S, de grandes études, donc il était vraiment dans cette dynamique-là et heureusement qu'ils m'ont poussée et qu'ils ont quand même cru en moi, au maximum, malgré tout. alors, licence en histoire de l'art à la Mmh. Sorbonne, école de commerce. Entre-temps, vous voulez devenir vétérinaire, mais vous avez une passion pour la danse et vous vous retrouvez sur la chaîne météo. Alors, Alors comment ça se passe? comment ça se passe, comme dirait, comment ça marche, comme dirait un Comment ça certain marche? Et ben, monsieur en fait, Chevalet? je pense que notre génération et encore plus celle d'après, on n'imagine pas faire un même métier toute sa vie. Ça, j'ai toujours, 1000 envies, même j'ai encore envie de produire une comédie musicale, de faire des choses qui n'ont rien à voir et je pense qu'on n'a qu'une vie et la vivre intensément, pleine d'aventures, d'audace et de risques, je n'imagine la vie que comme ça. Ouais. Donc quand je suis arrivée à Paris à 18 ans, c'est parce que je voulais déjà faire du spectacle et que, j'ai fait mes études à côté, en fait, pour faire plaisir à mes parents. En gros, c'était un Tout le petit monde peu fait ça ça. et donc j'ai choisi, histoire de l'art, en plus à la Sorbonne. Atteindre la Sorbonne alors que j'étais dyslexique, c'était déjà, juste fou Ouais. et faire, une telle licence dans enfin, c'était une richesse, intellectuelle énorme et en parallèle, j'avais fait le conservatoire de comédie musicale. J'ai commencé à avoir mes premiers contrats en tant que danseuse et je suis vraiment devenue danseuse professionnelle. Comme maman?
comme maman, finalement, qui elle, effectivement, était danseuse. Après, elle est devenue professeure de danse et elle a créé ses propres compagnies et moi, quand j'ai fini ma licence et que je n'ai été que danseuse, je me suis rendue compte, finalement, que tout le travail intellectuel que je faisais à côté avec, ma licence en histoire de l'art me manquait et je m'y attendais pas forcément. Après, j'ai commencé à avoir des petits problèmes physiques au niveau de mes hanches parce que je dansais un peu contre nature et est arrivé un moment où j'ai dû faire un choix. Est-ce que, il faut que je passe à autre chose maintenant ou est-ce qu'effectivement, physiquement, je force le truc en prenant le risque peut-être de ne pas avoir la vie que je souhaite à partir de mes 30 ans? Et ça a été quelques mois compliqués et ensuite, rapidement, je me suis dit: «Non, je veux prendre le taureau par les cornes maintenant, il n'est pas trop tard». J'avais, 24 ans à l'époque et là, je vois qu'il me reste un mois pour passer des concours d'école de commerce en deuxième instance. En plus, donc il y avait toute le la première série qui était passée et en un mois, j'ai bûché, comme une malade pour tenter les concours et j'ai eu la chance d'avoir effectivement cette école de commerce dans le top 10 en plus à l'époque. J'étais, hyper contente. À Tours. À Tours donc, ouais. Donc en fait, vous faites Castres, Toulouse, Paris, Tours, enfin je veux dire, Oui, je suis une glo ouais, j'adore bon. bouger. Et alors la Oui, météo, à quel moment elle entre dans votre vie? Vous allez faire la matinale de la je crois que c'est la de la la chaîne chaîne météo, météo, hein, oui, c'est tout ça, hein? pour moi, ça a été vraiment le début, j'ai l'impression des coups du destin qui sont arrivés. Quand j'ai découvert ce métier de journaliste, je l'ai découvert pendant mon école de commerce, quand j'ai fait un stage dans une société de production qui s'appelle Histoire de vie. Et j'ai découvert ce métier-là et j'ai eu un coup de foudre énorme, Ouais. en fait. Et je connaissais pas et je me suis dit: «Mais en fait, si, c'est exactement ça que je veux faire». Ça rassemblait toutes mes envies. Il y avait un petit côté spectacle, en fait, quand on est dans un décor, devant la Mmh. caméra, Les lorsqu'on parle aux lumières. gens, les Mmh. lumières. Mmh. Il y avait un côté, curiosité à tout le temps assouvir avec notre métier de journaliste, les rencontres. Donc ça a vraiment englobé tout. Simplement, je devais finir mon école de commerce. J'allais avoir 27 ans et que c'était juste impossible pour moi de refaire une école de journalisme. Ouais. Et donc, je me suis donné un an pour, tenter ma chance alors que j'avais pas de réseau, pas de contact, Ouais, pas ouais. d'école de journalisme reconnue. Donc il y avait quand même très, très peu de chances que ça puisse marcher et je voulais, j'avais déjà ciblé de suite le fait que c'était important d'avoir une expertise dans un domaine pour que j'ai une petite chance supplémentaire d'y arriver. Et moi, j'avais 2 expertises. Il y avait, bien sûr le spectacle puisque j'en avais fait mon métier et après j'avais une autre passion qui était plus, tout ce qui était, exceptionnel dans la nature, qui pouvait nous entourer. J'ai toujours été fascinée par ça et donc j'ai tenté ma chance sur les 2 volets et il y a eu un casting pour la chaîne météo qui s'est, déclenché. Ah oui. 4 mois de casting et par je ne sais quel miracle, ils m'ont choisi moi alors que j'avais pas forcément d'expérience et c'est là où je dis que j'ai l'impression que c'est le coup du destin. Il me restait 2 semaines avant la fin de mes droits au chômage quand même. Je Ah ouais, partais ouais, après ouais, avec ouais. zéro, Mmh. mais j'avais pas cherché autre chose. C'était ça que je voulais et j'ai démarré en janvier 2013 et une fois que j'avais mis le pied dedans, je me suis dit, «Ça y est maintenant, j'ai plus qu'à faire le bulldozer et à essayer de donner toutes mes Oui, parce chances». que l'angle de la météo, c'est quand même un angle assez spécifique. Au début, c'est ce qu'on pense et c'est à la chaîne météo où j'ai découvert à quel point c'était pas juste un angle spécifique, mais un sujet qui traitait tous les sujets possibles et qui touchait absolument tout le monde. On parle de météo en politique, en économie, dans le sport, dans les Mmh. voyages et en fait, c'était très diversifié et je me suis rendu compte de ça parce que là-bas, ils faisaient beaucoup d'informations météo sur ce style-là justement et je voyais sur les autres chaînes, d'information ou sur les chaînes, premium que, on ne parlait pas de la météo comme ça et c'est là où je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et j'ai créé une sorte de spécificité, on va Mmh. dire, en voulant développer cette information, météo dans un premier temps et ensuite climat, dans un deuxième temps. 2013, la matinale de la chaîne, météo, 2014 iTélé, Oui. ex, CNews, Mmh. 2015, des chroniques sur le climat, pendant la COP 21. Ça, on va y revenir aussi, hein, sur ces fameuses COP, parce Oui. qu'on se pose évidemment beaucoup de Quelques questions? questions, hein, quand même. Et alors le Graal, 2016, Oui. France Télé et France 2. Mmh. C'est-à-dire que là, En on 3 commence à ans. peu là, on commence, à passer un cap, là. Ouais, c'était assez fou parce que je pensais pas qu'en 3 ans, j'allais déjà pouvoir arriver sur, la case premium à laquelle Ouais. on aspirait tous. Ça a été une chance inouïe et On est venu vous chercher à ce moment-là? bah, oui, c'est ça qui est encore plus inouï, c'est qu'en plus j'ai même pas postulé. Ça, c'est C'est fantastique. ça qui est fou et après, c'est Nathalie Rouet pendant une pizza 4 fromages avec mon mari, je m'en souviens, qui m'appelle et qui me demande si ça peut m'intéresser de faire ça.
Et j'avais en état de sidération, je comprenais pas. Bon, j'ai pas pu manger la pizza après, forcément. Je devais enchaîner avec iTélé le soir juste après. Mais c'était fou, c'était inattendu et c'était un moment en plus où, j'avais l'impression d'avoir été arrivée au bout de mon aventure aussi avec iTélé, où j'avais déjà l'envie de pouvoir partir et de faire autre chose et bam, cette proposition qui arrive. Et surtout une chance d'avoir, Nathalie Riouet qui m'a accompagnée et Alexandre Cara, qui est d'ailleurs le nouveau directeur de l'information maintenant, mais qui était à l'époque directeur de la rédaction, qui m'ont permis vraiment d'installer un rendez-vous autour de l'information météo. On a développé le journal météo ensemble Mmh. avec du décryptage, de la vidéo. J'ai eu la chance aussi, dès que je suis arrivée, que, bah, Laurent Delahousse accepte avec, ses équipes que je puisse faire des chroniques scientifiques. Enfin, c'était, je m'y attendais pas et je me suis dit: «C'est maintenant tout de suite qu'il faut que je puisse leur montrer qu'on peut faire les choses différemment» Il y a de la et protection, hein. bah, je me dis: «J'ai une petite étoile Ah, il y a un petit au-dessus quelque de chose ma quand même, tête» hein, je pense. parce que ouais, je me suis dit après voilà, ça devait vraiment être mon destin en fait. À chaque fois, il y a eu des paliers qui se sont faits, assez rapidement, pareil quand j'ai quitté la chaîne météo, j'avais quitté la chaîne météo pour, d'autres raisons et je me retrouvais de nouveau au chômage après 1 an de la chaîne météo et puis, 1 semaine avant que je termine mon contrat chez eux, j'ai un message par Facebook d'ITélé qui cherchait quelqu'un juste 2 jours par semaine et ça s'est transformé en contrat en temps plein. Enfin, c'était, je me suis dit que j'avais vraiment un destin dans la Ouais. météo que je devais creuser en tout cas. Est-ce que vous n'avez pas peur à ce moment-là d'être, vous savez qu'on aime bien les étiquettes en Mmh. France, on aime être catalogué, hein. C'est-à-dire que vous savez que vous resterez, quoi que vous allez faire derrière, madame météo. Oui, ça c'était une vraie question et d'ailleurs je me la suis posée même avant d'accepter France 2 parce que je savais que je pouvais faire la bascule à iTélé à ce moment-là, peut-être pour présenter les JT. Et donc là est arrivé le choix, est-ce que je fais une bascule maintenant à iTélé ou est-ce que je pars à France 2 en prenant le risque, d'être cataloguée comme Mmh. une Miss Météo Mmh, finalement? mmh, mmh, mmh. Heu, j'ai fait le choix d'aller sur France 2 parce que, il y avait vraiment cette envie-là de développer de l'information beaucoup plus scientifique sur le sujet et avec le recul aujourd'hui, je pense que je me serais mis 2 claques si j'avais pas accepté France 2 parce Ouais. que j'ai pu développer un prime, sur la météo. On a pu faire un magazine d'information sur France Info parce qu'aujourd'hui, je peux faire le tour de France de la biodiversité et que cette visibilité m'a permis de pouvoir travailler avec le ministère de l'Enseignement et de la Recherche pour la fête de la science, avec l'ONU, enfin des expériences que jamais j'aurais pu imaginer une seule seconde et c'est pour ça que je trouve que c'est important de prendre des risques, même Mmh. si on a peur d'être catalogué dans un certain jusqu'à ce que ça vous apporte quelque chose. À un moment, je sais qu'il va falloir que je me pose la question. Au bout de 10 ans maintenant à présenter la méthode, d'ailleurs la question se pose aujourd'hui, mais tout ce que ça m'a apporté a été tellement plus qu'à aucun moment je regrette, ma décision. Vous savez que dans le développement personnel, on parle beaucoup de sortir de sa zone de confort. Oui, Cette zone de confort, vous y êtes là dans ce oui, confort, sauf qu'à un moment donné, on a le sentiment que vous avez vraiment besoin d'être challengé, tout le à chaque temps. fois, hein? Je sais pas, peut-être que c'est un grand défaut d'ailleurs parce qu'on se Je contente, pense pas. jamais de ce qu'on a à un moment parce Mmh. qu'on cherche toujours plus, ça peut être assez, fatigant sur le long terme. Mais c'est vrai que là, j'ai atteint une zone de confort ou le sentiment d'avoir accompli ce que je devais accomplir Ouais, c'est ça. aujourd'hui dans ce que je fais. Pourtant, France 2, France Télé, s'occupe de vous, j'ai envie de dire, à chaque fois sur des spéciales à droite à Mmh. gauche. Roland Garros, par exemple, Oui. qu'est-ce que j'ai vu encore? Les éditions spéciales pour le 14 juillet, le Mmh. Téléthon, et cetera, les 50 ans de la télévision, Oui. toutes ces choses-là. Donc, on sent bien qu'il y a peut-être, du test Du test, alors, pour autre chose, non? bah, pour le moment, pourtant, non, il n'y a Non? pas Bon. eu, d'autres choses plus concrètes. Mais c'est vrai que j'ai eu cette chance-là, d'être en contact avec plein de personnes différentes qui avaient envie qu'on travaille ensemble, qu'on développe des choses ensemble et ça, envie qu'on travaille ensemble, qu'on développe des choses ensemble et ça a été vraiment ma chance. C'est d'avoir eu cette envie réciproque de travailler sur des projets communs à un moment. Là où pour moi la question se posera, c'est vraiment le jour où ça reste en plein temps ce que je fais à la météo et cette année, j'ai pas été forcément autant présente que ce que j'aurais aimé parce Mmh. que mes autres activités à côté commencent à prendre beaucoup plus de temps qu'avant et donc c'est là où à un moment le choix devra se faire. 1er livre donc, aux éditions du Rocher avec, La météo devient-elle folle? Alors ça, c'était vous aviez toute la légitimité évidemment pour, vous poser, cette Cette question. question, hein, clairement. Et puis ce deuxième ouvrage qui vient de sortir, Les grands mystères de la nature. Moi, j'ai vachement aimé. J'ai vachement aimé parce que, encore une fois, vous l'abordez,
évidemment sur le plan scientifique, avec des scientifiques que vous avez rencontrés, hein. J'ai Oui. parlé des géologues, j'ai parlé également des physiciens, des climatologues, des biologistes. Vous les avez tous rencontrés, physiquement? Non, parce qu'il y en a qui habitaient très, très Et loin. oui, c'est ce que je me suis dit. Alors quand on voit effectivement où Oui, vous oui, j'aurais adoré, aller sur place à chaque fois, hein, ah ouais, qu'on s'entende quand même. c'est sûr. Mais malheureusement, bien sûr, c'était pas possible, c'était pas envisageable de ça restait un livre, hein, c'était pas une production, Mmh, de documentaire que j'étais en train de faire et puis surtout, ils avaient déjà tout le matériel nécessaire, les photos, ouais. et puis c'était leur histoire que je voulais raconter. C'était pas, moi qui partais sur le terrain et qui étais en immersion pour essayer de comprendre. C'est eux déjà qui ont trouvé, la solution et je voulais vraiment les mettre en avant. Tout ce travail de recherche, de coopération aussi au fur et à mesure des années entre chercheurs pour arriver à aboutir à une solution, bah, ça me fascine Mmh. totalement et cette résilience surtout d'accepter que les choses se fassent sur un temps long, ça me fascine d'autant plus que je suis, très impatiente et voilà donc oui, je pouvais pas aller au Venezuela pour aller voir, Ouais. Eric, Kira-Gora, c'était juste pas possible ou à Java, non plus. J'ai parlé de vous tout à l'heure en disant: «Une passeuse de savoir et d'histoire». Ça sent le titre d'un prochain bouquin ou d'une émission ou d'un format court ou de quelque chose comme ça. Mais je trouve que c'est très bien ciblé parce qu'effectivement, je travaille sur le fait de raconter avant tout des histoires et de transmettre des connaissances et du savoir sur le sujet de la météo et du climat et à aucun moment d'être dans le côté militant ou apocalyptique, mais d'être vraiment sur cette voie du milieu qui me semble aujourd'hui essentielle. La transition est toute faite parce que évidemment on est obligé de parler, d'ouvrir une parenthèse sur cette histoire d'écologie, Oui. et notamment avec ce que l'on vit, aujourd'hui et le sentiment quand même qu'il y a de plus en plus cette écologie punitive, franco-française. Mmh. On a le sentiment qu'on aborde l'écologie que sur les restrictions, les Oui. punitions, les informations anxiogènes et cetera. Vous avez ce sentiment aussi? Totalement, totalement et pour moi, c'est une très grosse, erreur Mmh. de l'aborder comme ça parce que ça met forcément un sentiment de rejet immédiat. Personne n'a envie d'être obligé à faire quoi que ce soit, même si c'est pour le bien commun plus tard, mais ça paraît humain, normal, je n'aime pas cette façon d'imposer un point de vue coûte que coûte ou une manière de faire coûte que coûte. Je pars vraiment du principe que, tout le monde a parfaitement conscience, ou pas d'ailleurs, de ce qui est en train de se passer, mais pour que tout le monde en ait conscience, il faut déjà qu'il puisse le savoir et savoir vraiment ce qui se passe, comprendre aussi, tous les éléments de base en fait du climat. Il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est l'effet de serre, par exemple, Mmh. aujourd'hui et c'est quand même fou parce que c'est la base finalement de tout donc il y a plein de décryptages comme ça à apporter vraiment sur ce domaine-là et puis après montrer surtout les solutions qui existent et montrer un monde de demain, un monde nouveau, un monde futur qui ne sera pas du tout un retour à l'ancien temps où on s'allume, à la bougie et on se chauffe avec la cheminée. Ça n'est pas voulu par, qui que ce soit, tout le monde ne peut pas revenir à créer son petit potager dans son jardin comme dans l'ancien temps où c'était la seule façon de faire et revenir sur un mode qui est quand même plus individualiste du coup. Et aujourd'hui, ça me paraît vraiment important de leur montrer le monde qu'il pourrait y avoir demain, mais qui sera peut-être encore plus exceptionnel, avec des innovations peut-être incroyables, avec une nouvelle façon de vivre qui pourra peut-être être beaucoup plus en accord avec ce que l'on vit aujourd'hui, avec nos valeurs d'aujourd'hui, et que c'est possible. Et après, une fois que tout le monde a conscience de ce qui est possible, ça, je crois beaucoup, par exemple, à la révolution qui vient vraiment par les citoyens. Et Mmh. là, à un moment, ils pourront vraiment exercer une voix forte pour imposer à ce que les politiques puissent agir à grande échelle. Sauf que Chloé, vous avez remarqué que lors des précédentes, élections présidentielles, c'est pas le sujet, majeur Oui. pour les Français. C'est pas la priorité. Pourtant, ils disent que ça fait partie de leur sujet. Ça fait Mais c'est partie, parce mais que dans le top 3, c'est pas le numéro un. non, mais ça fait quand même partie du top 3. Oui. Ce qui est quand même, très important et je pense et moi la première, que je n'ai pas du tout retrouvé dans cette élection présidentielle des personnes qui me parlaient, Mmh. et qui me touchaient et qui me faisaient imaginer un monde de demain Mmh. justement, qui pouvait me faire rêver et moi la première, j'étais bien embêtée de savoir mais pour qui je vais voter alors que Mmh. j'ai certaines convictions aussi Mmh. et il y a personne qui répondait à ces convictions-là pourtant, dans le panel politique et je pense d'ailleurs que c'est pas un politique qui peut aujourd'hui, finalement, amener cette voie-là. Ça doit venir, de nouveau de la société, des gens avec des choses qui nous paraissent plus sensées à notre niveau en tout cas. On a reçu des gens ici, pour parler. On va recevoir Yann Arthus Bertrand, par exemple. On a reçu d'autres personnalités, qui sont venues parler d'écologie et en off, ils nous disent tous: «C'est foutu, Et c'est un peu le problème ambiant en ce moment, c'est le effectivement, mal est fait».
Il y a ce côté, c'est trop tard. C'est trop tard. Et c'est vrai que c'est trop tard puisque c'est pas, réversible ce qui est en train de se passer. En revanche, moi je crois toujours, et j'ai toujours cette vision plus positive, de voir encore une fois que ces solutions Ça existent. existe. Mmh. Et pour moi, c'est pas trop tard parce qu'à un moment, si tout le monde a conscience que ces solutions existent et que c'est juste les politiques là qui ne font quelque part pas leur travail de nous protéger, nous en tant que citoyens, et de protéger les générations d'après pour plein de raisons. Ce n'est pas Mmh. évident et c'est loin d'être facile de mettre en branle cette transition, actuellement, et c'est une génération-là qui est un peu une génération sacrifiée quelque part parce qu'elle vit cette transition. C'est la génération d'après qui va pouvoir vivre dans le monde d'après Et qui prend beaucoup conscience plus, beaucoup voilà, plus qui sera facilement beaucoup plus aujourd'hui. serein, qui Oui. acceptera davantage ce changement-là. Mais quand je suis revenue du reportage pour À la vie à la terre sur TV5 Monde, qu'on est parti au Québec et que j'ai vu ces personnes là-bas sur l'archipel des îles de la Madeleine qui trouvaient des solutions très très concrètes pour freiner l'énergie des tempêtes, des vagues, parce que c'est un territoire qui est mangé par l'érosion de toutes parts, qui a tout un système d'ingénierie extrêmement intelligent pour essayer de freiner ces tempêtes, que vous avez cet ouragan qui est le plus fort qu'ait jamais connu le Canada, qui arrive pile au moment de ce tournage d'ailleurs, avec donc on pouvait savoir en temps réel si jamais ça marchait ou pas, et qu'on a vu que ça marchait, que eux ont bien moins subi la tempête que tous leurs voisins autour, mais qu'à un moment ça a coûté 50 millions de dollars et qu'il leur faut beaucoup plus pour arriver encore à protéger Mmh. l'ensemble du territoire. On se rend compte que là c'est une question de moyens et que les États doivent mettre les moyens aussi pour protéger. Et cette solution qui est valable au Québec, elle est valable aussi pour nous en France, sur toutes les côtes qui sont menacées par l'érosion. Donc le problème est politique. Oui, et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on n'arrête pas de finalement, pointer du doigt les citoyens avec les petits gestes du quotidien Ouais, que je trouve clairement, ouais. totalement insupportables. C'est C'est pas vrai. parce que vous allez faire un petit geste au quotidien que le monde va changer, malheureusement. Et je trouve que c'est déplacer finalement la problématique sur les gens qui n'y sont pour rien, qui vivent avec ce qu'on leur donne pour vivre, avec la façon qu'on leur donne aussi pour pouvoir évoluer et grandir dans ce monde aujourd'hui. Et qu'à un moment, non, il y a on est dans un rapport de 70-30. À 30%, les citoyens peuvent agir à leur niveau, mais à Mmh. 70%, ce sont quand même les États. Ça, faut pas l'oublier. Vous savez quelle est la phrase qui, moi, personnellement, m'exaspère quand on parle d'écologie? C'est lorsque vous vous retrouvez face à des gens qui vous disent: «Non, non, mais pour la planète, il faut le faire». Or, c'est pas pour la planète qu'on le fait. C'est pour C'est pour vous. c'est pour nous, c'est Mmh, pour les humains. oui. La planète, elle s'en sortira toujours. Ça, Heu, c'était effectivement c'est l'expression qui oui, m'insupporte. dans mon premier livre, Oui. j'ai interviewé un astronaute et c'est exactement, ce qu'il me disait. Il me disait: «Moi, quand j'étais dans l'espace, j'ai pris conscience à quel point la planète était puissante, était magnifique, était belle, était grande et qu'elle allait survivre à tout. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une toute petite couche, en fait, autour de la planète. Cette petite couche, justement, d'atmosphère qui nous protège, mais elle est tellement fine qu'en fait, une fois qu'elle disparaîtra et qu'elle ne peut plus nous protéger, Mmh. c'est pas la planète qui va disparaître, c'est la civilisation et l'espèce humaine. Et ça, c'est très différent. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour que l'espèce humaine puisse perdurer dans les siècles qui arrivent. Et on parle même aujourd'hui de notre civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, parce qu'il y a forcément un modèle qui va devoir changer pour pouvoir s'adapter à tout ça. C'est passionnant et vous en parlez très bien, encore une fois avec beaucoup de pédagogie. Donc je reviens sur cette carte, j'aurais adoré moi faire ça. Alors au nord, vous avez ici les températures seront un petit peu plus voilà. Mais on recrute, hein, on a besoin de jokers en ce moment. J'allais dire il n'y a pas beaucoup d'hommes, si il y a beaucoup il y a quand même pas mal d'hommes Oui, qui oui, présentent la météo. quand même. Bon, quand même. Ils sont très très bons. Et ils sont très très bons, absolument, je suis d'accord. Donc vous êtes allé, vous avez décidé de répertorier, on va dire, parce que j'imagine que les phénomènes entre guillemets mystérieux, extraordinaires sur la planète, Il y en a on peut beaucoup. faire quelques tomes. Oui, il y a de quoi faire un tome 2 et un tome 3 déjà. Ça sent l'info. Mais en tout cas, voilà, vous en avez répertorié quelques-uns Mm. dont je ne connaissais absolument pas l'existence. Le lac aux animaux pétrifiés, par exemple, je ne savais pas du tout ce que c'était. Le mystère des séquoias albinos, ne m'en parlez pas. Je sais que c'est l'un de vos sujets de prédilection. Mais il y en a un, moi, à votre avis, quel est celui qui me fascine le plus depuis tout petit et qui, aujourd'hui encore, me trouble et en tout cas me donne des envies d'en savoir plus. Bah, le triangle des Bermudes, Bah non, c'est quand voyons, même c'est pour évidemment. ça que je l'ai mis, parce que je me suis dit: «Il est extrêmement connu, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut vraiment passer à côté et pas en parler?» Le triangle des Bermudes. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va raconter de plus Mmh. dans son livre que ce qui n'a déjà été écrit à droite à gauche. J'ai découvert des trucs parce que je ne savais pas, et notamment
il y a cette zone. Alors la zone du triangle des Bermudes, on est là, hein. Elle est très, très, très Elle grande. est hyper vaste. Bah oui. Ouais, on est d'accord. Il Et se passe 1000 choses du coup dans un endroit aussi vaste. c'est incroyable. Et alors, effectivement, l'histoire raconte que il y a des bateaux, des avions qui ont disparu. Je prenais par exemple l'histoire du vol 19 de l'armée américaine avec les 19 pilotes Oui, qui disparaissent, les 13 le plus sauveteurs connu. du BPM Matinaire, le cargo Sandra avec les 12 hommes à bord, les 32 femmes et hommes et enfants du vol Porto Rico-Miami, etc., etc. Donc ils disparaissent. Mm. Et le truc de fou, c'est que il ne reste rien. Oui. C'est ça qui C'est est ça en intriguant. fait qui intrigue vraiment. On n'a même pas un petit bout de carlingue quelque part. Exactement, il Il n'y n'y a a pas un rien. bagage, il n'y a pas un truc, il n'y a Non. rien qui Et reste, puis quoi. surtout, on ne les retrouve pas dans les Ouais. profondeurs. Donc c'est pour ça aussi que tout ce mythe a continué à s'alimenter pas mal. Il y a ça. Par exemple, une des explications, Mm. c'est qu'il y a ces fameux trous, Trous bleus, les trous bleus. dans les Bahamas en particulier. Il y a beaucoup de plongeurs qui vont là-bas. C'est vraiment un spot incroyable. C'est magnifique à voir. C'est ces grandes cavités extrêmement profondes. Ce que l'on sait moins en revanche, mais ça les plongeurs le savent, c'est qu'il y a un système de pression entre différents canaux latéraux qui sont quand même très importants. Et donc ce qui pourrait effectivement expliquer certaines disparitions, mais c'est pas que pour les petits bateaux, je tiens à le préciser, c'est Mm. qu'il y a une force d'aspiration extrêmement forte qui crée un tourbillon à la surface et qui prenne finalement ce bateau et le plonge jusque dans les profondeurs. Ça reste une hypothèse. C'est une hypothèse. Autre hypothèse aussi qui est assez incroyable, le fameux volcan sous-marin. Oui. C'est-à-dire que dans ce triangle-là, il y aurait... Mais c'est même pas il y aurait, c'est c'est que ça. là, les scientifiques ont vraiment découvert, et ça fait partie, je pense, de l'explication indispensable pour comprendre ce qui se passe là-bas. On sait en fait, le triangle des Bermudes, c'est au-dessus. On ne voit à la surface finalement que le bout du volcan qui reste, mais c'était un volcan qui faisait 4000 mètres de hauteur. Donc ça veut dire qu'à 4000 mètres de profondeur, il y a Mm. un plateau immense qui s'étend là aussi sur des milliers de mètres. Et donc on peut facilement effectivement comprendre que lorsqu'un bateau coule, s'il coule à 4000 mètres de profondeur sur une étendue aussi large, il faut des moyens colossaux en fait pour arriver à le trouver. Et donc ça paraît assez logique qu'on ne puisse pas retrouver finalement les épaves des bateaux ou des avions. Mais si jamais on vidait peut-être l'océan Atlantique, bah, peut-être qu'on les verrait toutes ces épaves. Mais je pense aux scientifiques qui ont retrouvé l'épave du Titanic. Oui. Ils ont aujourd'hui les moyens de descendre des appareils Mm. robotisés qui permettent de filmer les fonds marins et ils ont retrouvé comme ça Oui. effectivement l'épave. Incroyable qu'on n'ait pas fait ça pour le triangle des Bermudes et pour aller rechercher ces avions et ces bateaux qui ont disparu. Mais parce que ça demande des moyens très sincèrement colossaux, Et parce on s'en que fout. c'est pas qu'on s'en fout, c'est que est-ce que ça vaut vraiment le coup Ouais. d'aller retrouver des bateaux disparus depuis 60 ans? Et il y en a beaucoup qui ont disparu dans cette zone-là, juste pour prouver quelque part qu'il n'y a pas quelque chose de mystique qui se passe au triangle des Bermudes. Il y a tout le... C'est c'est vraiment un enjeu en fait de se demander est-ce que ça vaut vraiment le coup ou Mm. pas. Et c'est à travers d'autres recherches scientifiques qui sont capitales, comme l'arrivée d'un tsunami dans la zone par exemple, qui amènent finalement les chercheurs à se poser des questions après sur le triangle des Bermudes même. Et toutes les explications qu'on a pu trouver sur le sujet, c'était pas pour le triangle des Bermudes en soi, c'était parce qu'il y avait d'autres éléments qui recherchaient et il se trouve que ça pouvait donner une explication pour le triangle des Bermudes. Est-ce que vous avez, en faisant votre enquête, votre recherche dans votre ouvrage, est-ce que vous croyez à une dimension autre qui expliquerait ces disparitions? Parce qu'il y a des légendes, évidemment, le piège extraterrestre, les pieuvres géantes, le portail spatio-temporel. Ça, vous pensez que tout s'explique scientifiquement quand il y a des cas comme ça? Alors malheureusement oui, parce que j'ai ce côté enfin, Cartésienne oui, et scientifique. puis j'aime profondément la science. Je sais juste que ça, tout peut s'expliquer, mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on va peut-être devoir attendre un siècle supplémentaire d'innovations technologiques qui permettront aux scientifiques de pouvoir traiter le sujet d'une autre manière pour avoir une explication. Donc je crois plutôt en ça que de me dire, même si j'adorerais qu'il y ait un truc spatio-temporel et que je pourrais aller sur Mars et tout, j'adorerais, hein, franchement. Moi, je regarde tous les films fantastiques, Ouais, ouais. je suis une vraie fan. Mais malheureusement, non, je pense que tout s'explique. C'est juste qu'on n'a pas encore aujourd'hui tous les outils nécessaires pour faire ces explications. Sauf que pour le triangle des Bermudes, ce ne sont que des suppositions.
Ce ne sont que des suppositions, mais il y a quand même, une réalité, c'est-à-dire que les brisants, quand j'en parle, ils existent vraiment. Il y a beaucoup eu de bateaux Il y a qui ont des coulé. énormes vagues, là. Il y a les Ouais, vagues scélérates, ouais. effectivement, ces vagues géantes, on a prouvé qu'elles existaient puisque c'est un rassemblement de plusieurs tempêtes, de plusieurs ondes de vagues qui créent ces vagues géantes qui auraient la capacité effectivement de renverser des cargos. Ces bulles de méthane, c'est vrai que c'est surprenant, mais en même temps, ça paraît quand même tellement logique quand une fois on a l'explication de se dire, bah, s'il y a une bulle comme ça de méthane qui arrive à la surface, bah, forcément dans l'imaginaire, notamment pour le vol 19, où il dit, bah, on ne comprend pas, il fait beau et pourtant tous les instruments vont dans tous les sens, on ne comprend pas. Mais si ce méthane arrive à la surface, eh bien, ça fait bouger tous les instruments, ça les pénalise et puis ça peut bah, enlever toute portance et puis le faire tomber. Et une fois que ça arrive 19 à quand même, la... hein. Oui, 19 avions quand même. c'est incroyable, hein. C'est quand même juste incroyable. Et pas une carlingue de quoi que ce soit, pas Oui. un débris de quoi que ce soit. Ah, vous croyez encore Ah non, non, alors à mais moi, non, non, mais l'hypothèse moi, je... spatio-temporelle? mais moi, je suis resté à l'heure de E.T. Je Je veux pense dire, que le meilleur exemple, c'est ce que je dis, je pense, à la fin de ce chapitre, c'est qu'aujourd'hui, les assurances n'ont pas du tout mis de malus pour les gens qui passaient dans cette zone-là. Parce qu'en fait, c'est tellement grand hmm, que le ratio de disparition, ouais, choses étonnantes, etc., par rapport à la dimension de cet espace-là, en fait, n'a rien à envier à ouais, toute autre zone, en fait. c'est ce que dit un scientifique d'ailleurs dans votre ouvrage, et il le dit très bien. Il dit que en fait, il y a à taille égale, il n'y a pas plus de trafic dans les Bermudes qu'en Manche. Oui. C'est Il n'y a pas exact. plus Il n'y a pas plus d'accidents, d'accidents, il n'y il a y a pas pas plus plus de de... quoi que ce soit et en Voilà. fait, on se rend compte que ça a été surtout un gros coup de com', dans les années 50 avec ce journaliste où j'ai justement mis l'article parce que ça me paraissait important de montrer à quel point c'est pas qu'il a cousu de toutes pièces un mythe, mais il a essayé d'apporter quelque part une sorte d'explication pour comprendre ce qui se passe. Je suis désolée, hein. En Moi, fait, c'est je me un suis peu dit, le elle va... livre où on casse toute magie. Non, 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 mais je me suis dit, waouh, bon. Autre phénomène après le triangle des Bermudes que j'ai trouvé incroyable parce que je ne le connaissais pas du tout en fait, cet endroit, c'est ça, Oui. le phare maudit d'Evenec. Mmh. Moi non plus, je ne le connaissais pas du tout. C'est le directeur des sports de France Télévisions, Laurent-Éric Lelay, qui m'en a parlé. Et là aussi, il y a un petit côté mystique Oui, très particulier parce que les gens qui viennent s'installer, les gardiens de phare, mmh, ressortent de là les pieds devant, oui. la plupart du temps. C'est vrai qu'il y a tout ce mythe autour de Thévenec avec ces gardiens qui meurent en fait au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y a un nouveau, il y a soit un accident avec un couteau, soit quelqu'un qui décède, soit une femme qui essaie de donner naissance mais qui n'y arrive pas avec des enfants mort-nés. Donc on a tout un mythe autour de ce phare qui est très particulier parce que normalement ça aurait dû être un phare. Plutôt pour un phare de pleine mer. Donc jamais il n'y aurait dû y avoir des familles en fait ou même un gardien seul qui allait pouvoir vivre Quelle là-dedans idée! et qui subit, on le voit, des vagues de plein fouet. C'est des conditions. Ils ont rasé quand même la tête du rocher pour mettre cette maison phare. Donc ça paraît aberrant. Incroyable. Et à l'époque, il y a effectivement ces bruits, ces grondements, cette atmosphère quand même qui était assez incroyable, ces sons qu'ils entendaient. Et si vous rajoutez par-dessus un petit peu d'alcool, qui effectivement Ouais. était quand même très présent, vous pouvez facilement entendre même des voix et avec tout le mythe autour de l'ange de la mort Anouk. oui, qui vient les récupérer. Anouk, le messager de la mort, qui serait... Alors, on remarquera quand même le côté très cosy hein, de ce phare. Oui, on a envie Voilà. d'y aller Oui, de suite. ça donne envie d'avoir une petite retraite spirituelle. D'ailleurs, je ne suis pas allée non plus sur place. Et alors, il est où exactement? Il est en Il est sur la pointe du Finistère, c'est Pointe du une Finistère. petite île juste en face, enfin pas une île, hein, c'est un rocher en Mm. face du Finistère. Et par contre, ils sont en train de tout installer pour qu'on puisse y venir faire des retraites, justement parce que c'est un lieu extrêmement inspirant. Ah bah oui, c'est Et sûr. ils sont en train de mettre en place des petites choses pour permettre à certaines personnes de pouvoir y aller. Des histoires comme ça, dans le livre de Chloé, il y en a évidemment quelques-unes et c'est vraiment passionnant. Et à chaque fois, c'est très bien illustré parce qu'il y a toujours des petits schémas, des petits dessins très simples, hein, mais Oui. qui permettent justement de trouver une Oui, c'était explication. vraiment
L'objet, c'est que ce soit grand public, accessible même, dès 10 ans. Alors c'est pas un livre pour enfants, mais on l'a souhaité suffisamment pédagogique, pour que ce soit accessible même, dès 10 ans. Puis après ça peut être l'objet d'une discussion entre les parents, les enfants, les grands-parents. Même à l'école? L'idée à l'école aussi, ça peut être une première paire pour faire comprendre que la science, c'est pas juste, des équations et de la physique où on comprend parfois rien. Ça peut être aussi et montrer aussi, cette valeur, importante de comprendre en fait ce qui se passe. On parle beaucoup sur ABC des résilients et de la résilience en particulier. Et il y a ceux-là Mmh. qui sont absolument majestueux. On est en Californie. Très belle cette photo, je Elle est belle, hein? regrette de ne pas l'avoir trouvée. Bien Je vous vu, demanderai la prochaine fois. bien vu. Alors, on est en Californie, le long des côtes du Pacifique, et il y a évidemment ces arbres, ce sont les séquoias. Alors, les séquoias, on les connaît parce qu'effectivement, on a déjà vu tous ces photos Mmh. incroyables où on voit ces gens qui sont au centre des C'est troncs. des géants de la C'est forêt. monstrueux, ils sont sublimes. Ouais, c'est Ils incroyable. peuvent vivre jusqu'à 1800 ans, je crois, hein. Oui, le plus vieux, le plus âgé, le papa de tous a effectivement, et même, même au-delà, hein, ils sont juste fous parce qu'ils arrivent à se régénérer quelle que soit la situation. Si vous avez une forêt de séquoias qui brûle, eh bien vous avez plein de pousses dessus qui Mmh. vont se mettre à vivre, à développer plein de nouveaux arbres. Ils ont cette capacité incessante de se régénérer. On devrait du coup en planter un peu plus en France, En France, ouais. vu la situation actuelle. Et alors, évidemment, la question, c'est de se dire: «Non mais d'accord, et quelle est la spécificité du mystère des séquoias?» Oui, Mmh. sauf que eux, ils sont blancs. Tout blanc, Séquoia albinos, Les un arbre séquoias fantôme albinos. qui se développe en général juste à côté, de leurs congénères verts. Et surtout, ce qui interpelle, c'est qu'ils vivent extrêmement longtemps. Et normalement, un arbre, qui est dépourvu de chlorophylle, qui ne fait pas son travail de photosynthèse, eh bien, il meurt, il ne peut pas survivre. Donc la question, que longtemps les chercheurs se sont posées, c'est: comment ça se fait déjà qu'il arrive à vivre aussi longtemps? Donc après, une des explications, ça a été, en fait, c'est un arbre parasite qui, grâce au réseau de racines, hop, il va se scotcher au verre et comme ça, il va récupérer, tous les nutriments dont il a besoin des vers. Et en fait, dans les, études très récentes, on s'est rendu compte que c'était pas du tout un parasite, mais que c'était un arbre qui était en train de se développer pour sauver son espèce de la pollution de l'homme et Exact, du changement climatique. c'est ça qu'il faut. Et alors c'est pour ça que c'est devenu finalement mon histoire préférée à la fin de l'écriture de ce livre, parce que ça montre une résilience incroyable, ça montre cette coopération entre les arbres pour tenter de s'adapter, ça montre qu'on peut s'adapter et que ça marche aussi surtout. Et lui, son job finalement, comme il est dépourvu de chlorophylle et de ce travail de photosynthèse, il peut aller capter un maximum de métaux lourds, dans le sol. Et si jamais le verre faisait pareil, eh bien il deviendrait tout blanc et il mourrait. Donc lui, il fait tout ce job, allez, je récupère, toute la pollution du sol et en contrepartie, le verre lui donne, de l'eau, des nutriments et sa nourriture finalement quotidienne. Et ensemble, main dans la main, ils tentent de s'adapter et de survivre. Et il y a même des arbres chimères qui sont en train de se développer, où vous avez sur un même arbre, des aiguilles vertes, des aiguilles blanches, des branches entières, qui peuvent être aussi blanches. Et finalement, il est en train de créer, sa propre constitution Mmh. d'adaptation pour Oui, survivre. c'est le séquoia est un des rares arbres à avoir un double ADN. Mmh. Et ça, c'est quand même assez spécifique parce qu'il s'adapte encore une fois à notre, pollution. Oui. Voilà, et ça, c'est quand même assez fantastique. Ça fait partie des histoires, que vous racontez, et je trouve qu'il porte bien son nom, le Oui, résilient de la c'est nature, le petit résilient le qu'on aime petit bien. résilient de la nature. En tout cas, dans cet ouvrage, il y a plein d'histoires comme ça que vous pourrez évidemment, évoquer, en famille, effectivement, que vous pourrez, relire aussi. Et quand on regarde la couverture du livre, Mmh. il y a ce phénomène qui est assez fou, ces Oui. histoires de... Alors, j'avais vu, il y avait un documentaire sur ces Oui, il y a eu des histoires de reportages, pierre. hein, sur le Il y a eu pas sujet. mal de C'est la reportages. première histoire que j'ai découverte parce elle a été très documentée. Il y a eu beaucoup de petits reportages. Vous savez, souvent, il y a des émissions sur les 30 mystères, voilà, de la Terre, etc. Et à chaque fois, il en faisait partie. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est quand même assez fou. Alors peut-être qu'il n'y a pas que cette histoire et qu'il en existe d'autres. Et c'est là où j'ai commencé à dérouler un peu le chemin. Mais Alors, celui-ci juste un est mot un... sur ces pierres qui se déplacent toutes seules. Alors là-bas, dans la vallée de la mort, c'est des gros blocs de pierre, qui font parfois jusqu'à 600 kilos. Donc c'est quand même, bien massif et ils arrivent à avancer finalement, à marcher quelque part, sans aucune intervention ni humaine ni animale. Parce qu'il y a eu bien sûr 1000 caméras qui ont essayé de Bien sûr. comprendre et de voir et ils laissent derrière eux en plus le sillage de leur passage. Donc c'est ce qu'on voit là
Et ce qui est assez dingue, c'est effectivement de se dire comment est-ce que ça peut arriver. On voit que c'est extrêmement sec. Donc il y a eu plein de théories farfelues comme la lévitation acoustique, comme des algues qui étaient là, comme les extraterrestres qui étaient quelque part responsables de ça, la CIA qui nous cachait des choses sur des tests qu'ils faisaient. Et ce que j'ai trouvé beau dans cette histoire, c'est que c'est les petits garçons qui avaient 7-8 ans qui découvrent ce phénomène grâce à leur oncle qui est géomorphologiste et qui, 70 ans plus tard, deviennent scientifiques à leur tour et arrivent à résoudre l'énigme de ce mystère. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Qu'il faut lire. Évidemment. Les grands mystères de la nature aux éditions du Rocher. Puis il y a évidemment le premier, la météo devient-elle folle? Je pose la question en quelques mots. Alors, quand j'ai voulu écrire ce livre, effectivement, c'est la question qu'on me posait tout le temps et je voulais remettre de la vérité sur l'impact du changement climatique sur les phénomènes météo. Parce que l'impact, il y est, le changement climatique, il est là, mais parfois, il n'est pas aussi évident que ce qui paraît. Et il y a des phénomènes qui pourraient même régresser, comme les tornades, comme les tempêtes, parce qu'elles ont besoin d'apports d'air froid, par exemple, pour devenir extrêmement puissantes. Et donc, ça pourrait aussi faire disparaître certains phénomènes météo. Donc, on ne s'attend pas forcément à certaines réponses. Pour terminer, est-ce que sur votre téléphone, vous avez une application météo? Oui, alors c'est pas une application météo que j'ai, c'est une application aurore. J'ai 6 applications aurore boréale. Ah, c'est vrai, vous êtes fasciné par les aurores Je boréales? suis une grande fan des C'est aurores vrai? boréales. Donc je scrute les tempêtes géomagnétiques ou quand j'allais en Laponie, j'étais tout le temps dessus et c'est les seules applications vraiment purement météo que j'ai, sur mon téléphone. Bon, vous savez que la Laponie, c'est une des destinations qu'on propose, et notamment à partir de février et mars, avec des Oui, conférenciers qui vont c'est là-bas. vrai, Ouais, absolument. c'est Il magnifique. paraît que c'est absolument C'est sublime. Nous, C'est quand on a vu féerique. pour la première fois nos premières aurores boréales, je me rappelle, j'étais avec un groupe d'amis, au fin fond de la Norvège et là, on voit ce ciel qui commence tout doucement à faire des taches un peu, comme de la brume, donc on ne sait pas trop ce que c'est et puis d'un seul coup, ça devient plus vert et puis d'un seul coup, paf, ça explose, ça danse, ça fait plein de couleurs et il y a une émotion et là, il y a une dimension quand même mystique que l'on se pose parce qu'on se dit: Merci. «C'est fou d'avoir ça», même si on sait comment ça se forme, même si on sait exactement scientifiquement le phénomène, il y a quelque chose qui nous dépasse et qui nous fait toujours rêver. Dans les projets, Chloé Nabédian, dites-moi, comédienne, j'ai vu que vous aviez fait ça en 2016. Où c'était tout Une petite petit, c'était apparition, c'était avec mais les animateurs, ouais, et les mais journalistes de la chaîne. est-ce que ça donne envie ou pas? Pour le moment, c'est pas du tout dans mes projets. Après je ferme pas la porte. Moi, je suis ouverte à toute opportunité, qui peuvent me voilà, me faire rêver mais là, pour le moment, peut-être dans 10 ans, mais pour le moment, non, c'est pas du tout l'objectif. Bon, vous êtes heureuse? Très heureuse, Tout va bien? tout va très bien. Bon. Eh bien, merci infiniment d'être venu Merci sur à la vous. chaîne. Je suis très, très heureux de vous avoir rencontré, d'avoir pu donner quelques explications sur ces grands mystères de la nature, en tout cas de laisser planer le doute de telle sorte qu'on puisse aller chercher plus d'informations dans le travail de recherche et de journalistique et scientifique que vous avez mené auprès de ceux et celles qui ont travaillé à vos côtés. Et puis, bonne météo. Évidemment, le truc le plus ringard de la Terre, c'est vous demander quel temps il Quel va temps il faire. va C'est faire? insupportable. J'imagine qu'on doit vous le faire 50 fois par jour. Non, c'est Non? pas si souvent en Non? fait, hein. Non, 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 mais il fait très froid. Bah oui, évidemment. Regarde, j'ai même mon pull grand hiver là. Exactement, exactement. Merci Chloé, merci Merci beaucoup. à vous. Aux éditions du Rocher, prenez ce livre, offrez-le, et puis évidemment vous serez passionné parce que je vais juste vous montrer, quand je parlais du côté extrêmement pédagogique de Chloé, voilà les fameuses illustrations qui permettent d'expliquer. Et comme par hasard, j'ouvre et je tombe sur le truc des Bermudes. Oui, je pense qu'il y a un truc Il y avec a cette quelque chose histoire. avec C'est Corinne Binois qui a fait les illustrations et que je remercie vraiment parce que moi je faisais des grands dessins d'enfants parce que je ne sais pas du tout dessiner et elle a réussi à faire des superbes illustrations donc merci Corinne. On se retrouve sur France 2 On se retrouve sur France 2 à 13h et à et 20h. à 20h. Merci infiniment de votre attention, vos commentaires et vos partages comme toujours. Et on se dit à très vite pour un prochain numéro des rencontres. Salut.